Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire qui peut peut-être paraître un peu paradoxal, webinaire que j'aurai l'honneur et le plaisir d'animer avec Stéphane Garnier et avec mes confrères Madeleine Babès et Benjamin Hublot. Alors juste peut-être pour commencer, pourquoi s'intéresser à la jonction des industries de défense et des questions de durabilité? Parce que effectivement, a priori, tirer sur des populations civiles, envoyer des bombes, c'est pas parfaitement compatible avec la durabilité. Mais c'est probablement pas comme ça qu'il faut aborder le sujet. Pourquoi? D'abord parce que les questions de climat et de guerre et de paix sont étroitement liées. Le risque climatique est un risque de sécurité nationale et de défense et il a des conséquences environnementales importantes. Je renvoie sur ce sujet à l'excellent ouvrage de Monsieur Charbonnier qui s'appelle L'écologie de guerre, où ce sujet est traité de manière très intelligente. En second lieu, parce que la question de la souveraineté, qu'elle soit politique ou économique, à l'échelle nationale ou européenne, est devenue absolument capitale et nous aurons tous l'occasion d'insister sur ce point. Et au cœur de la stratégie de défense, de la décarbonation et de la protection du territoire, il y a la souveraineté. Et puis parce que l'innovation et la recherche-développement, notamment en matière d'intelligence artificielle, mais pas que, on peut penser aux drones, on peut penser à toute une série d'innovations, sont essentielles en matière de défense comme en matière civile, dans l'objectif d'atteindre précisément ce que nous devons faire en matière de transition. Ce qui fait que les sujets se recoupent. Et c'est ce que nous allons essayer de vous démontrer au cours de ce webinaire. Et j'ai donc l'immense plaisir de passer la parole à Stéphane Garnier pour son intervention. Merci beaucoup, Corinne. Eh bien, pour dresser un peu le tableau de ce sujet, je vais commencer d'abord par définir le contexte stratégique global tel qu'il peut être vu par le monde militaire de manière générale, et en commençant par l'aspect que je vais appeler communautaire, c'est-à-dire la façon dont c'est appréhendé au niveau de l'OTAN, au niveau de l'Union européenne, et puis un peu plus tard, j'arriverai sur la perspective plus française. Globalement, ce qu'il faut bien percevoir, c'est que l'énergie est devenue un enjeu stratégique majeur pour les armées, parce qu'il y a trois types de menaces qui convergent. Il y a l'instabilité énergétique mondiale, l'accélération du changement climatique et des tensions géopolitiques croissantes, alors qui sont exogènes à ce dont je parle, mais pour une partie d'entre elles, sont quand même liées à ces deux paramètres-là, l'énergie et le climat. Donc ces défis concernent à la fois l'OTAN et aussi l'Union européenne. Globalement, dans ce contexte-là, dans ce contexte que j'appelais communautaire, eh bien, les armées de tous les pays du bloc occidental sont concernées de la même façon. Elles doivent garantir à la fois leur autonomie énergétique, assurer une résilience dans un environnement qui se dégrade, et également eh bien, réduire leur empreinte carbone, car l'opinion publique, tout comme les décideurs d'ailleurs, attendent des forces eh bien, une attitude un peu plus responsable écologiquement que ce qui a pu être dans le passé. Et donc cette double contrainte, sécurité et durabilité, ça impose depuis déjà un certain temps une révision assez profonde des politiques énergétiques militaires. Alors je vais commencer par l'OTAN, si vous le permettez. Et j'ai bien ségrégé les deux parce que l'approche de l'OTAN et l'approche de l'Union européenne ne sont pas les mêmes. Au niveau de l'OTAN, le parti pris, il est celui de à la fois la standardisation et l'innovation. Alors, la standardisation, ça c'est axé principalement autour de ce que dans l'OTAN on appelle des STANAG, c'est-à-dire des agréments de standardisation, de manière à amener l'ensemble des pays de l'OTAN à agir de manière interopérable, y compris donc sur l'énergie. De sorte que, en fait, l'idée qui prévaut, eh bien, c'est de mettre en commun les bonnes pratiques, tout simplement.
Le deuxième aspect, il est axé sur une initiative de l'OTAN qui s'appelle Green Defense, donc défense verte en français, et qui vise à intégrer les préoccupations environnementales dans la planification militaire. Et enfin, troisième étage de la fusée au niveau de l'OTAN, ça a été la création d'un centre d'excellence. Alors, il y a des centres d'excellence par domaine ou par activité. Donc, il y en a un qui a été créé sur la sécurité énergétique. Il est basé en Lituanie d'ailleurs, et qui pilote les innovations, cette fois, sur principalement 3 domaines. Ce qu'on appelle les microgrids projetables, donc les réseaux énergétiques autonomes et mobiles, les carburants alternatifs, donc biocarburants, hydrogène, etc. Et puis la cybersécurité énergétique, c'est-à-dire la protection des infrastructures contre les cyberattaques, infrastructures énergétiques, s'entend. Pourquoi cette approche-là? Parce que le constat qui a été fait au niveau de l'OTAN, c'était que sans adaptation, le risque était triple. Une perte d'interopérabilité entre les différents pays de l'OTAN, une image dégradée et puis des coûts logistiques qui vont aller en augmentant au fil des années qui passent. Voilà pour ce qui relève de l'OTAN. Pour l'Union européenne, l'approche, on pourrait la labelliser comme une transition écologique intégrée. C'est-à-dire que cette transition écologique, elle est intégrée au cœur de cette bribe de politique de défense commune. Donc, on y retrouve le pacte vert européen qui inclut les forces armées dans l'effort global de décarbonation. Le deuxième aspect, c'est le Fonds européen de défense. Donc, l'acronyme, c'est EDF, European Defence Fund, qui finance les innovations technologiques pour rendre les capacités militaires plus durables. Et puis, quelques programmes spécifiques. Il y a le programme Label, donc, qui est le laboratoire européen pour les énergies bas carbone dans la défense. Il y a le projet Respect, qui est un projet qui est plus axé sur les solutions d'énergie renouvelable. Et puis, le troisième aspect, qui est le Green Deal for Defense, qui soutient à la fois les carburants synthétiques, le photovoltaïque, les microgrids, là aussi, donc c'est là où l'approche otanienne et l'approche de l'UE se rejoignent. Et donc, l'approche européenne vise sur une mutualisation et un partage d'innovation entre les États membres. Donc, sur le slide suivant, je proposais un petit comparatif pour résumer ça dans un tableau qui rend les choses plus visibles et assez simples finalement. Donc, pour ce qui relève des carburants alternatifs, l'OTAN vise à s'appuyer sur ses agréments de standardisation sur les STANAG et sur des expérimentations. L'Union européenne, elle, s'appuie plutôt sur le financement de projets concrets, notamment sur, bien sûr, les carburants synthétiques. Sur les énergies renouvelables, l'OTAN reste fixée sur les microgrids, avec notamment un projet qui s'appelle Spider, qui est en fait une petite infrastructure d'énergie renouvelable projetable. Et quand l'UE, elle, vise des camps autonomes et principalement photovoltaïques. Au niveau de la logistique durable, la doctrine de l'OTAN, elle est axée plutôt sur la réduction des flux d'énergie fossile, quand l'UE s'appuie davantage sur le projet Respect dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis enfin, pour l'évaluation environnementale, l'OTAN s'appuie sur une boucle de retour d'expérience. C'est en ce moment d'ailleurs fait en Norvège, là, pour 2025. Et l'Union européenne, elle, s'appuie sur des directives générales qui sont plus basées sur l'investissement. Globalement, on peut passer à la slide suivante. Globalement, les risques qui ont été identifiés en cas d'inaction, globalement, on retient une interopérabilité affaiblie, une perte de souveraineté énergétique, une hausse des coûts logistiques et évidemment une image négative du point de vue de la société civile si tout cela n'était pas fait avec énergie. Globalement, ce qu'il faut retenir sur les objectifs et les axes d'action, c'est que les priorités, elles sont clairement définies. C'est celles que je vous ai évoquées juste avant. L'autonomie énergétique projetable, l'empreinte carbone militaire visant à se réduire,
une cybersécurité énergétique pour les installations critiques, et puis la meilleure interopérabilité, et ça c'est vrai tant pour l'OTAN que pour l'Union européenne. Vous pouvez passer sur la slide suivante. Tout ça s'inscrit dans le cadre d'une mise en œuvre qui a été planifiée. En 2025 est prévue l'adoption d'un guide doctrinal commun entre l'OTAN et l'Union européenne. L'année prochaine, en 2026, il y aura les premiers projets pilotes en termes de microgrid et de carburants alternatifs. L'année suivante, en 2027, c'est l'intégration des problématiques énergétiques et environnementales dans la planification interarmée. Donc ça sera vrai pour les deux structures. Et puis sur les années 2028-2030, eh bien une généralisation de ce dont je parle depuis tout à l'heure à l'ensemble des forces militaires concernées pour tous les pays. Et donc l'objectif, le bénéfice qui est visé, eh bien c'est une meilleure résilience et une modernisation. Si maintenant on fait un focus plus précis sur l'approche française, alors bien entendu, je vais enfoncer une porte ouverte en disant que l'approche française, elle s'inscrit dans les pas de ceux de l'OTAN et de l'Union européenne, puisque la France est un élément moteur dans les deux structures. Néanmoins, il y a quelques particularités, et la première que je vais signaler, eh bien, c'est le travail qui a été fait sur la stratégie climat et défense en 2022 et qui a réaffirmé trois axes. La sécurité des approvisionnements, y compris dans les zones contestées. Et quand on voit ce qui se passe en ce moment dans certaines parties du monde, on comprend pourquoi dès 2022 c'était un sujet de préoccupation. L'autonomie énergétique nationale pour limiter cette fois c'est davantage lié à limiter les dépendances géopolitiques qu'à une approche purement environnementale. Et puis le troisième volet qui est l'adaptation au changement climatique avec eh bien, une recherche de résistance aux situations climatiques extrêmes et l'anticipation stratégique que cela implique. L'acteur désigné pour mener tout ça au niveau de la défense en France, eh bien, c'est le service des énergies opérationnelles qui a vocation à mener l'ensemble de cette politique au profit de l'ensemble des armées. Avec une particularité, c'est qu'elle pilote l'ensemble du continuum énergétique militaire, donc du stockage des différentes énergies à leur distribution sur les théâtres d'opération. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez synthétique et assez rapide. Ce qu'on peut retenir en conclusion de mon propos liminaire, c'est que bien, l'énergie est vraiment considérée comme un facteur décisif de la supériorité opérationnelle par l'ensemble des armées en France comme chez nos alliés, que c'est bien sur notre capacité à innover, et je rebondis sur vos propos initiaux, Corinne, l'innovation est au cœur du sujet, à renforcer notre autonomie stratégique et à développer une résilience énergétique adaptée aux crises futures, que l'on obtiendra le cocktail déterminant. Le service des énergies opérationnelles, il se positionne comme l'acteur central de cette transformation, en visant à assurer quand même la cohérence entre la doctrine, l'innovation technologique et également la coopération internationale, donc principalement avec nos partenaires de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc voilà, la défense durable, c'est autant une nécessité stratégique qu'une exigence politique et évidemment sociétale. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. Merci beaucoup pour ces propos extrêmement intéressants et relativement complets dans un laps de temps très court. Alors, si vous voulez bien, je vais revenir un peu sur le sujet européen avec une vision un peu industrielle et financière, en se posant la question de savoir finalement quels sont les axes d'investissement qui peuvent être favorisés pour précisément améliorer cette rencontre durabilité défense. Alors, il est tout à fait clair qu'au niveau communautaire, vous l'avez dit Stéphane, il y a quand même beaucoup de choses sur ce sujet. Il y a d'abord le livre blanc pour la défense européenne, préparation de l'horizon 2030.
qui traite des chaînes de valeur, de la réduction des dépendances et de la sécurité de l'approvisionnement. Donc, vous avez parlé de l'énergie, mais il n'y a pas que l'énergie, il y a également tout le problème des matières premières, et Benjamin Hublot reviendra tout à l'heure sur les questions liées à l'acier et à l'aluminium. Ensuite, une innovation disruptive. Cette volonté d'innover, on la retrouve partout, à tous les niveaux. Et enfin, la mise en valeur d'une feuille de route technologique européenne en matière d'armement, s'appuyant sur les investissements dans les capacités technologiques avancées à double usage. Je voudrais m'arrêter un instant sur ce double usage, qui est quelque chose de très important et qui est un facilitateur, je dirais, pour les organes d'investissement. Pourquoi? Bien, double usage, ça veut dire usage civil et militaire. Et par conséquent, tout ce qui va être de l'investissement dans de l'innovation qui va servir à la fois à un usage civil et à un usage militaire, je pense par exemple aux drones, on peut penser à des radars, on peut penser à des sonars, on peut penser à toute une série d'instruments, eh bien on est dans quelque chose qui devient, je dirais, beaucoup plus banal. Deuxième document intéressant, le document énergie et environnement de l'Agence européenne de défense, qui met l'accent sur l'importance de la réduction de l'empreinte écologique en renforçant la capacité de défense et la gestion des crises. Et Stéphane a parlé tout à l'heure des crises climatiques majeures. Je rappelle quand même que ce sujet de la crise climatique majeure, c'est considéré par le rapport du World Forum de 2025 comme étant le risque planétaire number one en 2035. Alors, je sais bien qu'on est sur 2030, mais quand même. Ensuite, vous avez le projet Military Green, qui s'appuie sur le concept de protection de l'environnement et qui est en cours d'élaboration par l'état-major européen, enfin de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? L'efficacité énergétique, la réduction de la consommation, une meilleure gestion de l'eau et des déchets, et l'encouragement au développement de matériaux et de technologies plus écologiques. Donc, on est dans des domaines finalement assez courants et qui vont être ceux à peu près de toutes les industries. L'application au processus de développement, d'achat et d'utilisation du matériel avec un ACV, c'est une analyse du cycle de vie du produit, et cycle de vie des opérations et du matériel. Troisième document, celui de l'European Armed Force Go Green, qui est un modèle d'entreprise de l'AED qui réduit les coûts grâce à la mise en œuvre d'un système de gestion de l'environnement et de l'eau. Il s'agit en fait de se poser les bonnes questions, c'est-à-dire un choix d'alternatives en essayant de chercher des situations gagnant-gagnant pour toutes les parties concernées, les acheteurs, les fournisseurs, les utilisateurs et l'environnement qui est considéré comme une partie à part entière. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? À peu près la même chose que ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'efficacité énergétique, l'approvisionnement en énergie, le fonctionnement parallèlement aux technologies conventionnelles dans le cadre des réseaux intelligents par les services, la réduction de l'empreinte écologique sur les déchets et l'eau, des munitions vertes. Là, on peut effectivement discuter, mais enfin, j'ai de très vieux souvenirs d'une époque où j'avais eu à gérer pour la chasse française, avec des fusils déjà, le fait d'utiliser des cartouches qui étaient vertueuses. Et enfin, la minimisation des effets dangereux liés aux matériaux tout au long de la vie et l'étude d'impact sur le climat et l'écologie avec une conception respectueuse de l'environnement. Dernier document, la communication de la Commission au Parlement européen concernant le plan d'action européenne de défense. Il précise, dans le cadre du renforcement du marché unique de la défense et de la sécurité de l'approvisionnement, les principes d'économie circulaire, d'utilisation efficace des ressources, de sécurité des approvisionnements. On retrouve là, du reste, les bases qui sont celles dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans un précédent webinaire, de la feuille de route Clean Industrial Deal Act, qui lie décarbonation et réindustrialisation et qui applique en fait à l'armée exactement les principes qui sont prévus pour l'industrie. Et puis, le rappel que des économies importantes peuvent être réalisées grâce à une meilleure utilisation de l'énergie, donc de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables,
par les forces armées et l'Union européenne. Avant de dire un mot sur le national, je vais passer la parole à Benjamin Hublot sur la question de l'acier et de l'aluminium à l'échelle européenne qui vient donc compléter cette vision. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet sur la question de l'industrie sidérurgique, je voudrais apporter des éléments de précision par rapport à ce qui vient d'être dit et des éléments en fait d'actualité du contexte que nous connaissons dans l'Union européenne et focaliser en fait sur cette question des matières premières qui est une question stratégique essentielle en matière de défense, en focalisant à la fois sur la question de l'industrie sidérurgique, mais aussi sur la question des biocarburants. Ça a été rappelé assez rapidement, mais je voudrais revenir là-dessus dans le temps qui m'est imparti. Le 19 mars 2025, la Commission européenne a dévoilé concomitamment au plan ReArm Europe, donc un paquet défense de 800 milliards, où finalement on finit quand même par se réveiller par rapport à ces questions de souveraineté, mais je dirais que la souveraineté se décline, si vous voulez, du point de vue évidemment défense, mais également du point de vue de l'indépendance économique et je dirais de la transition écologique, et c'est sur ces thèmes-là que je voudrais bien évidemment développer mon propos. Nous sommes face évidemment dans le cadre du contexte de la guerre en Ukraine à un désengagement des États-Unis et ça a été un petit peu le choc de conscience de ces derniers temps, notamment au niveau de l'Union européenne, mais également en France. De prendre la pleine conscience de nos insuffisances et des lacunes en matière de défense. Et donc, nous avons ce fameux livre blanc qui a été présenté le 19 mars dernier, où on nous a promis que l'Europe serait prête à monter en puissance et donc à présenter ce plan d'investissement qui donc a vocation évidemment à combler tout d'abord nos lacunes capacitaires, soutenir l'industrie de défense européenne avec un regroupement de la demande, la passation collaborative de marchés publics qui vous sera évidemment développée plus amplement par Madeleine Babès qui connaît parfaitement bien ce sujet, couplé bien évidemment à cette question de la réglementation du marché de la défense qui est quand même très spécifique et que Madeleine va vous présenter également dans quelques instants. Évidemment, on a une innovation de rupture aujourd'hui avec toutes ces problématiques d'intelligence artificielle, de technologie quantique qu'on a évoquées assez rapidement. Donc, il nous faut évidemment améliorer une mobilité militaire, constituer des stocks que nous n'avons pas de manière suffisante et renforcer évidemment nos frontières extérieures, notamment avec la Russie et la Biélorussie, ce qui implique aussi de penser la situation en renforçant les partenariats avec les nations qui partagent les mêmes valeurs que les nôtres. Donc, il y a évidemment des atouts à mettre en avant s'agissant d'une défense européenne et de mettre en exergue des domaines prioritaires. Donc, quels sont les domaines sur lesquels l'Union européenne peut apporter une valeur ajoutée? Tout d'abord, c'est évidemment la collaboration des industries européennes de défense en matière de développement, de production, de systèmes d'armes, évidemment. C'est également l'interopérabilité, Stéphane en a parlé, afin de réduire les coûts et d'éviter les achats concurrentiels et évidemment de soutenir les infrastructures à double usage. On pense évidemment à tout ce qui est communication, navigation et assurer ainsi des partenariats. Ce livre blanc définit 7 domaines prioritaires. La défense aérienne et l'antimissile, le système d'artillerie, les munitions à missiles, les drones et systèmes anti-drones, la mobilité militaire, et je vais en parler de manière plus précise dans quelques instants, l'IA et les facilitateurs stratégiques et les protections des infrastructures civiles. Donc, on a également de manière structurelle un manque de collaboration entre États membres et il y a une nécessité de penser plus globalement un système de défense européen, même si, on l'a bien vu et Stéphane Garnier l'a bien rappelé, nous naviguons aujourd'hui par un système de strates avec autant d'une part Union européenne d'autre part et puis le système de défense français, mais quelque part bien évidemment avec l'affaiblissement du système de défense de l'OTAN, nous avons évidemment à repenser notre stratégie de défense assez classique. Ce qui m'amène évidemment à développer deux sujets majeurs que sont la question des matières premières avec l'angle de l'industrie sidérurgique et d'autre part un domaine qui m'est parfaitement cher qui est la question des biocarburants. Sur les matières premières, concomitamment, et c'est évidemment pas un hasard, vous avez également un plan d'action assez important pour renforcer les industries sidérurgiques et métallurgiques. Vous avez donc un plan d'action
de manière à faire face évidemment non seulement au coût élevé de l'énergie, mais surtout à une concurrence mondiale parfaitement déloyale, et l'importance évidemment pour l'économie européenne de relancer l'industrie sidérurgique et métallurgique dans les secteurs critiques de l'automobile et évidemment des technologies propres à la défense. En quoi consiste ce plan d'action? Eh bien, écoutez, il est décliné en 6 points. Il s'agit tout d'abord d'assurer un approvisionnement énergétique sûr à un prix abordable, ce qui est certes un enjeu, je dirais, de société, mais particulièrement important en matière de défense, et notamment en termes d'accessibilité au réseau pour les industries à forte intensité énergétique et le recours accru à l'hydrogène renouvelable en bas carbone. Prévenir évidemment les fuites de carbone, et ça, il y a évidemment un mécanisme qui existe au niveau européen, c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, de manière évidemment à ajuster la concurrence et de développer une concurrence qui est bien plus équitable. C'est aussi développer et protéger les capacités industrielles européennes. Il faut vraiment, pour le coup, recentrer notre combat sur nos industries, promouvoir la circularité, réduire les risques liés à la décarbonation et protéger évidemment les emplois industriels de qualité. On rappelle qu'on compte à peu près 2,6 millions de personnes dans l'Union européenne dans ces industries. Donc, cette sécurisation des matières premières sur l'acier et l'aluminium est essentielle aujourd'hui et on ne peut que se réjouir qu'enfin l'Union européenne ait un peu pris la mesure de la situation. Il y a un sujet que je voulais enfin aborder avec vous aujourd'hui parce qu'il a été un petit peu délaissé ces temps derniers. Je pense qu'on va en reparler. C'est l'autonomie et donc l'indépendance énergétique du point de vue de l'usage des carburants, avec un focus sur les biocarburants et dans une moindre mesure sur l'hydrogène. C'est évidemment un sujet pluriel et transversal qui touche à des enjeux qui vont de l'alimentation au climat en passant par l'eau, la terre et les semences, puisque lorsqu'on parle de biocarburants, on parle évidemment d'agriculture. Et d'ailleurs, dans les sujets de crise que l'on connaît également dans le monde agricole, c'est un sujet central sur lequel il faudrait, à mon sens, sur lequel il faudrait s'impliquer encore davantage. Donc, on a un facteur de stabilité qui est lié dans la production des biocarburants, de stabilité à la fois pour l'agriculture, mais également pour la défense. Et c'est évidemment une place stratégique et centrale dans le cadre d'une réflexion tactique, puisque lors d'une opération extérieure, on pense évidemment à la sécurisation de l'approvisionnement énergétique. Donc, les questions demeurent. Comment encadrer un territoire productif qui peut, dans certains cas, excéder celui de la France? Comment s'assurer aussi de la coopération de l'agriculteur dans un pays dans lequel on souhaite qu'il soit la culture et la production se poursuivent? Quels sont les scénarios d'intervention qui permettent de prendre en considération les calendriers de récolte? Donc, il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Il y a un rapport tout à fait intéressant puisqu'il y a une stratégie énergétique de défense qui a été mise en place il y a quelques années qui passe sur trois actions: l'autonomie, c'est-à-dire le fait de ne pas dépendre d'autres pays, la résilience, capable de réagir avec force, et l'efficience, c'est-à-dire produire en consommant moins. Et donc, il y a une volonté également aujourd'hui qui a été relancée sur l'utilisation de nouvelles technologies de l'énergie, énergie renouvelable, éolienne, hybridation, on n'en parle pas, mais c'est également quelque chose de très important. L'hybridation, je vous rappelle, c'est utiliser 2 moteurs pour un même véhicule. La fabrication de carburants de nouvelle génération, biocarburants, mais on parle également de l'hydrogène, qui d'un point de vue structurel sur la question de l'indépendance et de l'autonomie des forces armées est essentiel. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ces questions centrales d'indépendance, d'autonomie. On a des éléments d'actualité qui sont très forts. On a une capacité d'innovation qui va être davantage sollicitée et donc davantage de marchés qui vont également s'ouvrir dans les jours et dans les mois qui viennent. Alors, merci beaucoup, Benjamin. Avant de passer la parole à Madeleine sur les marchés publics, je voudrais dire un petit mot de la situation française. Stéphane en a parlé tout à l'heure, et dire un petit mot du document du ministère des Armées qui s'intitule « Stratégie défense durable 2024-2030 ». Ce document met en place 4 leviers d'action. Une gouvernance consolidée, adaptée aux enjeux, en introduisant le sujet environnemental au sein du ministère des Armées et en déployant
au niveau des bases de défense et au niveau de l'échelon local une politique de développement durable. Ce n'est pas forcément d'une efficacité redoutable, mais au moins ça permet d'avoir le sujet à l'agenda et donc de considérer qu'il doit être pris en considération. Ensuite, la mobilisation de ressources budgétaires et financières adaptées à la réussite des forces durables, en prenant en compte un concept qui est intéressant, c'est celui des coûts évités. En prenant en considération les services indirects rendus dans les domaines de l'énergie et des ressources en eau, c'est-à-dire que c'est une comptabilité qui va intégrer les externalités, qu'elles soient positives ou négatives. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. La montée en compétences et la formation dans le domaine de la transition. Et enfin, le renforcement des partenariats avec des experts scientifiques pour mettre en place une stratégie de défense durable et des stratégies et des plans d'action thématiques. Voilà, donc le sujet est dans l'agenda de la défense française. Je passe maintenant avec plaisir la parole à Madeleine pour les marchés publics de sécurité et de défense. Je vous remercie beaucoup. Alors, déjà, je vais commencer par rappeler que la question des marchés publics est une question évidemment importante puisque les marchés publics représentent une part considérable de notre PIB et qui sont un moyen de relance très efficace de l'activité économique. Donc, le sujet est particulièrement intéressant en ce moment. Si j'en reviens maintenant à la question plus précise de la défense, je dois d'abord préciser que tous les marchés lancés par les armées ne sont pas forcément des marchés publics de défense et de sécurité. Il y a d'autres types de marchés qui existent. Mais là, on va faire un focus sur ces marchés de défense et de sécurité qui répondent à une définition très stricte qui est posée par le Code de la commande publique, plus précisément l'article L1113-1 qui est dans la slide suivante et dont je vais vous faire la synthèse. Ce sont essentiellement les marchés d'équipements destinés à être utilisés pour les armes, les munitions ou les matériels de guerre, ou encore les fournitures d'équipements destinés à la sécurité, ou bien les travaux à des fins militaires. Donc, vous comprenez bien que ce sont des marchés très particuliers et qui, pour ces raisons, font l'objet de dispositions spécifiques, puisqu'il y a là des questions de sécurité nationale qui sont en jeu. Nécessairement, comme ce sont des marchés particuliers, ils répondent à des règles particulières. À titre d'illustration, quand on lance un marché pour de l'acquisition d'armes ou de munitions, on n'est pas nécessairement soumis à concurrence et on peut s'affranchir des règles que je dirais classiques du Code de la commande publique, puisqu'il y a là une confidentialité extrêmement élevée. Ceci étant posé rapidement dans le temps imparti sur le contexte juridique, il existe dans le Code de la commande publique tout un arsenal, pour rester dans le thème, qui permet de garantir la durabilité des achats en général. Il y a eu la mise en place de différents schémas pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour réduire la consommation de matières premières, de l'énergie, de l'eau, ça a été évoqué déjà un petit peu en amont. Je vais donc passer tous ces moyens que vous retrouverez en fait dans les diapositives qui suivent, mais malheureusement, je n'ai pas le temps de les détailler ici. Si le Code prévoit tout un tas de dispositions pour rendre davantage durable la commande publique, y compris en matière de sécurité et de défense, ça nous amène nécessairement à une question de souveraineté. Je m'explique. La promotion de l'achat durable, elle est posée par le Code à l'article L2111-1 qui indique que les besoins sont définis en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale. C'est vrai pour n'importe quel type de marché, y compris pour des marchés de sécurité et de défense. Mais vous comprendrez bien ici que quand on parle de cet achat durable, on parle nécessairement aussi, parce qu'on est dans une matière particulière en matière de défense, de la notion de souveraineté. Pourquoi? La notion de souveraineté, ça implique de pouvoir être certes indépendant, mais ça implique donc nécessairement d'acheter au plus près. Acheter au plus près pourquoi? Non pas par souci de favoriser des entreprises locales, mais par souci de sécuriser une chaîne d'approvisionnement et de pouvoir avoir une production sur place rapide et efficace. La souveraineté, ce n'est pas une notion nouvelle, mais c'est une notion qui prend une dimension très particulière dans le contexte économique et géopolitique actuel. Qu'est-ce que la souveraineté en matière de marché public? L'article L21.2-4 du Code de la commande publique
prévoit que l'acheteur peut imposer que les moyens utilisés pour l'exécution d'un marché, et c'est particulièrement vrai en matière de défense, soient localisés sur le territoire des États membres. Il existe donc une préférence européenne. Il y a eu un très gros débat sur le sujet, puisque certains auraient préféré avoir un dispositif réglementaire qui prévoyait une préférence plutôt nationale qu'européenne. Mais première réflexion qui me vient comme ça, en réalité, ce dispositif réglementaire, il est tout à fait logique. Il ne faut pas oublier que le droit de la commande publique, c'est un droit d'origine européenne. Donc, ça a du sens. Sur la préférence nationale, je vous l'ai expliqué, il y a eu un débat sur ce sujet. Il n'existe pas de dispositions aujourd'hui qui permettent d'imposer une préférence nationale pour l'achat en matière de sécurité et de défense. Pour autant, le vrai sujet quand on parle de souveraineté, c'est un sujet qui, c'est une réflexion très personnelle, permet de constater qu'il existe deux leviers majeurs dont on peut se servir. Le premier levier, c'est la réindustrialisation, la mise en place d'une réelle politique qui permet d'asseoir cette souveraineté. Et le deuxième levier, c'est l'innovation. Et là, les entreprises ont un rôle fondamental à jouer pour proposer aux armées et à l'État leurs différentes solutions en la matière. Alors, quand on pense à sécurité et défense, je l'ai entendu au fil de ce webinaire, on pense nécessairement à la guerre, on pense nécessairement aux armes, mais il y a une chose à laquelle on ne pense pas toujours, et pourtant c'est un enjeu fondamental, et je voudrais faire un petit focus là-dessus, c'est la cybersécurité. Le guide de l'achat souverain et responsable pour les activités numériques, qui date d'il y a un peu plus d'un an, de janvier 2024, pose clairement le sujet en indiquant que l'Europe n'offre malheureusement pas de moyens pour favoriser la commande de solutions souveraines. Donc, on a là, évidemment, un sujet de souveraineté, et vous le voyez, qui est intimement lié à l'innovation. Ce n'est pas l'arsenal juridique qui ne nous permet pas d'agir, c'est qu'on n'a pas en France les moyens de s'auto-approvisionner, si je puis dire, sur le territoire national. Donc, ce sujet d'innovation, il est fondamental en la matière. Les règles de la commande publique, elles sont ce qu'elles sont, elles existent, elles posent un cadre. Bien évidemment, il y a des atténuations qui sont possibles. Je ne vais pas dire qu'on sait comment les contourner, puisqu'il ne s'agit pas de les contourner, mais on sait comment les assouplir, et le code prévoit lui-même des assouplissements. Le vrai problème, c'est donc pas le cadre juridique. Le vrai problème, c'est ce manque de politique d'industrialisation en la matière, en France, et cette problématique d'innovation. Si je dois faire une conclusion rapide sur le sujet, c'est qu'il existe des moyens de rendre l'achat, et y compris l'achat en matière de défense, durable, ça c'est entendu, mais la question de la souveraineté qui se pose, elle entraîne deux questions qui sont celles de la réindustrialisation et de l'innovation. Et sur ce point, les entreprises peuvent, et je dirais même doivent, être force de proposition, puisqu'elles peuvent tout à fait contacter les armées, par exemple, pour proposer leurs solutions, et qu'il existe des dispositions qui permettent d'alléger les règles quand on est sur des achats innovants. Les marchés publics, vous l'aurez bien compris, sont donc des outils particulièrement efficaces et intéressants pour garantir cet achat durable et souverain en matière de sécurité et de défense. Je suis désolée, j'ai dû passer très vite sur certains points extrêmement intéressants, mais vous les aurez quand même dans les diapositives. Et ceci étant dit maintenant, cela pose la question du financement, et je repasse donc la parole pour cette dernière partie. Investissements vont être tout à fait considérables. Vous preniez le micro était encore coupé. Ah bon? Oui, excusez-moi. C'est bon? Oui. Excusez-moi, il y a eu un petit problème de micro. Je reprends donc ce que je venais de dire. Il faut bien se rendre compte que ces domaines, sur le plan économique et financier, sont absolument énormes. Pourquoi? Parce que ce soit au niveau français ou européen, on va sortir de la règle des 3%, que donc, quels que soient les resserrements des finances publiques, les investissements dans la défense, ils vont se faire. Et donc, les activités économiques dans ce secteur vont connaître une croissance tout à fait considérable. Ce qui amène à une double réflexion. La première, c'est bien entendu intéressant pour toute une série d'entreprises qui ne travaillent pas forcément dans le domaine de la défense, mais qui vont travailler
dans des activités qui vont être dans la chaîne de valeur, par exemple de la défense, ou qui vont être sur des activités accessoires. Madeleine a parlé tout à l'heure de la cybersécurité. La cybersécurité, ça intéresse tout le monde. Il y a la communication dont a parlé Benjamin, et puis toute une série d'outils qui sont à cheval. Je parlais des radars, des sonars, bien entendu des drones. Toute une série d'industries qui vont se développer de manière massive. Et on le voit avec le projet Stellantis en Ukraine d'ailleurs. Et puis le deuxième sujet, il est financier, c'est qui va financer ça? Bien entendu, il va y avoir des financements publics, mais quid des financements privés? Alors, il est clair que jusqu'à ces dernières années, les activités de défense étaient systématiquement retirées des fonds ESG et des fonds responsables. La question, c'est est-ce qu'il faut continuer dans cette voie? C'est délicat parce que, par définition, la guerre n'est pas une activité durable, mais elle a un impact environnemental considérable sur le plan de la destruction, sur le plan de la pollution. Par exemple, la guerre en Ukraine a causé autant d'émissions de gaz à effet de serre que l'Espagne ou le double de la Hollande. Donc, c'est quand même tout à fait considérable. Donc, certains, je pense notamment à Agnès Méniori, présidente de Citizen Capital, qui disent les fonds ESG, les fonds à impact, ils ne peuvent pas financer des activités destructrices. Est-ce qu'il faut en rester là? Est-ce que la reconquête de la souveraineté, la défense du territoire et des habitants ne méritent pas d'être financées? Et puis, ces activités, elles peuvent être à double usage, civil et militaire, et elles peuvent être exercées dans une vision de durabilité, ce qu'on a essayé tous les quatre de vous démontrer. Et donc, un certain nombre de fonds ont une approche qui est beaucoup plus nuancée et s'intéressent, et je pense qu'ils ont raison de le faire, aux activités de défense avec, bien entendu, une certaine circonspection. Par exemple, tout ce qui va être armement non conventionnel, c'est impossible. Les bombes à fragmentation, c'est toutes ces choses-là, c'est pas possible. Distinction entre armement offensif et armement défensif. Est-ce que c'est une distinction qui est totalement hypocrite ou est-ce que c'est une distinction qui vaut? Pour un certain nombre de responsables, c'est une distinction qui vaut et qui permet donc d'assurer le financement d'armements défensifs et d'être beaucoup plus prudent sur des armements offensifs. Et puis, il y a tous les investissements à double effet civil et militaire. Ceux-là, ils sont de plus en plus admis parce que s'ils sont à double effet, en quelque sorte, ils ne touchent pas directement au cœur de l'activité militaire qui consiste à attaquer et à envoyer des armes. Les activités intermédiaires, la fabrication des drones, l'innovation dans la défense et dans l'activité civile, et notamment tout ce qui est la communication peut parfaitement switcher pour les deux, eh bien, ce sont des investissements qui, me semble-t-il, peuvent entrer dans la catégorie ESG. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une réflexion de fond qui s'est engagée, et à juste titre, pour trois raisons. La première, c'est qu'il est indispensable de financer ces activités. La seconde, c'est qu'il est non moins indispensable d'essayer de faire en sorte qu'elles s'intègrent le plus possible dans la transition. Et la troisième, c'est que dans la mesure où ces objectifs sont remplis et satisfaits, il n'est pas déraisonnable de considérer que des fonds qui mettent en avant l'impact, qui mettent en avant les considérations sociales, environnementales et de gouvernance s'intéressent à ces investissements parce que ce sera, me semble-t-il, une condition supplémentaire d'investissement en prenant en considération tous les éléments de la transition. C'est un sujet qui est ouvert, il est discuté de part et d'autre, les avis sont différents, divergents. J'en ai cité un
qui était négative. Je pense que le monde se transforme à une vitesse accélérée depuis quelques mois et qu'il faut donc que nous apprenions à être extrêmement fermes sur les principes fondamentaux, mais avec une certaine capacité d'adaptation sur les manières de remplir ces obligations qui sont celles d'assurer, au-delà de la défense de notre territoire et de nos populations, la pérennité du monde dans lequel nous vivons. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous attendons donc vos questions. Est-ce que nous avons des questions? Donc pour l'instant, nous en avons 3, mais je vous invite à en poser d'autres via l'onglet questions sur l'outil. Donc pour l'instant, une question peut-être plus générale à laquelle tous les intervenants pourront répondre. En quoi la transition écologique est-elle une opportunité pour le secteur de la défense? Je remercie la personne qui a posé la question parce que c'était vraiment effectivement le cœur de ce webinaire. Et je pense déjà, mais probablement Stéphane aura des éléments à apporter sur le sujet. Les questions, on voit une confluence sur les problématiques que nous traitons ici au cabinet et plus globalement sur la question de stratégie et de défense, avec les questions de défense et de transition énergétique, où on est tenté et on est obligé de réinventer un modèle. Et c'est exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui. On a parlé du paquet défense de l'Union européenne. Les choses se revoient en France évidemment de la même manière. Les questions sont les mêmes et l'un va servir l'autre. Et il ne faut pas perdre de vue notre capacité d'innovation et le fait de se réinventer, c'est toujours un challenge évidemment compliqué pour tout un chacun, mais c'est également des opportunités très importantes. En termes d'investissement, ça a été dit, en termes également de filières d'avenir par rapport à un manque et un besoin d'emploi évident. Donc, il y a une vraie opportunité et encore, l'un sert l'autre. Je pense qu'on sera à peu près tous d'accord pour le dire. Stéphane? Il n'est plus là? Si, mais bon, peut-être qu'il n'y a pas de réponse à nous apporter. Stéphane, vous souhaitez intervenir? Bon. Madeleine? On vous voit, Stéphane. Alors, on vous voit, mais on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. J'ai activé votre micro. Voilà. Voilà, c'est bon. J'ai essayé de parler, mais mon micro avait été coupé. Oui, non, juste en complément de ce qui vient d'être dit, en fait, moi, j'aurais tendance à ségréguer la réponse en deux, dans le sens où cette question-là, elle se limite pas juste à l'affaire d'opportunité. Il y a d'abord, pour les armées, il y a une obligation, en fait. Et cette obligation, elle tient, et c'était un peu l'objet de mon propos initial, elle tient quand même à des sujets de souveraineté et de résilience. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de question de choix ou d'opportunité là-dedans, c'est une obligation. L'opportunité, par contre, je crois qu'elle se présente surtout au niveau de la base industrielle, parce que c'est là-dessus qu'il y a des vraies opportunités, dès lors que certains blocages d'investissement auront été levés. Corinne l'a évoqué tout à l'heure. Il y a pour le coup là vraiment une vraie opportunité, à la fois de répondre à un besoin souverain, tout en s'inscrivant pleinement dans une transition qui de toute façon est inévitable. Donc il y a une conjonction pour moi entre obligation et opportunité. Merci Madeleine. Vous voulez ajouter un mot? Non, pas sur cette question. Alors, autre question. Ça tombe bien pour vous, Madeleine, nous avons une question. Est-ce qu'une entreprise peut démarcher les armées ou bien un établissement public de l'État pour proposer un projet innovant en matière de défense? Oui, alors tout à fait. Je dirais que c'est à double sens. C'est-à-dire que les entreprises peuvent être moteurs et force de proposition sur la question, en proposant leurs solutions innovantes, par exemple, aux différentes armées. Ça peut aussi venir des armées elles-mêmes ou des différents acheteurs en matière de défense, qui sont l'État ou c'est l'établissement public, en faisant ce que l'on appelle c'est pas très joli comme terme, mais c'est le terme d'usage, du sourçage, du sourcing,
qui est une possibilité offerte par le Code de la commande publique où les acheteurs peuvent tout à fait aller solliciter des entreprises, se renseigner sur des solutions, sans pour autant s'engager. Tout ceci en amont d'une procédure de passation, mais ce sont donc des possibilités qui existent et qui permettent d'enrichir les achats publics sur ce point, de défense particulièrement. Autre question? Et donc, pour conclure, peut-être une dernière question pour vous. Il n'y a pas d'autre derrière. D'accord. Pour vous, Corinne Lepage, est-ce que le black cash environnemental est de nature à compliquer le sujet? Je ne sais pas, Stéphane aura peut-être une idée aussi sur cette thématique. Il est sûr que le black cash environnemental qui soit planétaire, quoique, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire qu'il est planétaire. Il est américain, ça c'est sûr. Il n'est certainement pas chinois. Et on voit des avancées dans un certain nombre de pays du Sud qui sont loin d'être négligeables. Donc je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de black cash au niveau planétaire. Par contre, au niveau européen, au niveau national, oui, évidemment. Alors, pour autant, est-ce que ça a un retentissement sur notre sujet? Je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine pourquoi. Parce que le backlash, il touche surtout ce qui est la normalisation. Or, l'armée a sa propre normalisation, en quelque sorte. Donc, elle n'est pas directement concernée par les débats qu'il peut y avoir sur la vigilance ou la CS3D ou la CSRD, sur ces sujets-là. Les sujets énergétiques restent ce qu'ils sont, les objectifs énergétiques restent ce qu'ils sont, l'électrification des usages, la même chose, la sobriété dans l'usage de l'eau, des matières premières, la même chose, l'économie circulaire est plus que jamais à l'ordre du jour. Donc je ne suis pas certaine, mais je serais contente d'avoir l'avis de mes collègues à la tribune, si je puis dire. Je ne suis pas certaine que ça ait directement un impact sur ce dont nous avons parlé ce matin. Stéphane, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis assez d'accord avec vous, Corinne. Enfin, je vois pas à quel moment ça viendrait interférer avec l'ensemble des actions menées dans le domaine de la défense sur ces affaires de transition. Indirectement peut-être parce que ça peut avoir un impact sur les acteurs politiques et donc de fait se reverser de manière indirecte, mais je ne pense pas que ce soit un sujet majeur par rapport à ce qui a été évoqué. Le sujet? Et puis là, une question. Bon, ben écoutez, il me revient donc le soin de conclure ce webinaire. Les différents intervenants. Ah oui. Alors, je suis désolée, le son a encore été une fois coupé. À guise de conclusion, je voulais insister sur l'importance que ce sujet a, à mon sens. Je ne suis pas sûre que tout notre écosystème économique et financier ait parfaitement perçu l'importance de l'activité économique qu'il y allait avoir autour de la défense et de toute sa chaîne de valeur, de toute la sous-traitance et toute la chaîne de valeur qui va avec. L'importance que ça va avoir dans le domaine de l'innovation. On sait très bien malheureusement que c'est lorsqu'il y a la guerre qu'il y a les plus grandes innovations technologiques. J'espère de tout mon cœur qu'il n'y aura pas de guerre chez nous directement, mais le fait de devoir investir, de devoir réfléchir, de devoir s'y préparer, c'est autant d'efforts qui sont faits en termes d'innovation qui vaudront également pour la partie civile de l'activité économique.
Et donc, le sujet vraiment de l'activité défense au sein de l'activité économique, au sein de l'activité financière, je pense vraiment que c'est un sujet majeur qui ne peut que croître au cours des années qui viennent. Merci à tous. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne Au journée. revoir.